bienvenue. Bonsoir. Donc, dans le bâtiment du Centre Alliance Edmond J. Safra, pour une activité de la médiathèque de l'Alliance Baron Edmond de Rothschild. C'est donc l'Alliance israélite universelle qui vous accueille, et le bâtiment où vous êtes était anciennement le bâtiment de l'école normale israélite orientale de l'Alliance israélite, qui est un bâtiment qui a été longtemps, qui était une école, qui a été longtemps dirigée par Emmanuel Lévinas. Donc on est déjà sous des auspices intéressantes. Et donc dans ce lieu et cette institution, l'Alliance, qui fête ses 160 ans cette année, création en 1860, et qui a été, qui continue d'être une des principales institutions internationales juives autour de l'éducation et de la culture juive. Donc l'Alliance, pour aller très vite, parce que c'est pas l'objet de la conférence ce soir, mais on en parlera aussi tout à l'heure, donc c'est bien d'avoir un minimum de contexte. C'est une volonté de la part de juifs français ayant bénéficié de l'émancipation des juifs à la française après la révolution de 1789, d'exporter ce modèle vers les juifs d'Orient. Les juifs d'Orient qui, au milieu et la fin du 19e siècle, étaient dans des conditions très, très difficiles, humainement, économiquement, socialement et politiquement aussi. Ils étaient pratiquement partout opprimés. Quand je parle de l'Orient, c'est à la fois, c'est en gros l'ancien empire ottoman, disons, tout l'Afrique du Nord, le Proche-Orient, jusqu'à l'Iran et les Balkans. Et donc, l'Alliance a créé des centaines d'écoles pendant tout le 19e siècle, jusqu'à la guerre de 14, et ça a encore progressé après, pour éduquer ces jeunes gens, ces jeunes filles aussi, à la modernité européenne, française principalement, avec la langue française, et pour leur donner l'accès au monde moderne, on va dire, du 19e siècle. Et donc ça a bouleversé des milliers de jeunes et donc leurs familles. Ça leur a donné accès à des nouveaux métiers, des nouvelles occupations. Ils ont pu se déplacer, voyager, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, donc l'Alliance est encore présente dans plusieurs pays dans le monde, en Israël, au Canada, au Maroc, c'est le seul pays musulman où il y a encore des écoles de l'Alliance, et en France, où donc on a un réseau scolaire, des écoles privées sous contrat d'association avec l'État, où il y a une éducation juive autour du programme scolaire français. Et puis, elle a toujours eu des activités intellectuelles, connaissance du judaïsme et développement des sciences du judaïsme, et en particulier une bibliothèque, donc qui est dans ce bâtiment aujourd'hui, au 3e étage, et qui est la plus grande bibliothèque juive en Europe, qui donc contient de très 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 nombreux ouvrages qui vous donnent accès à beaucoup de documents anciens et récents sur tous les aspects du judaïsme, aussi bien de son histoire, de ses textes sacrés, de la sociologie, etc. Mais aussi dans la bibliothèque qui se trouve ici, des romans, des bandes dessinées, des livres de cuisine, etc. Des livres pour enfants. On a aussi une bibliothèque pour la jeunesse dans cette maison. Donc tout ça, vous êtes ouvert, vous êtes accessible. Et c'est complété, si vous ne pouvez pas venir tous les jours, par une bibliothèque numérique. Donc là, vous avez, je pense, à l'étage des petits papiers qui vous donneront les informations sur tout ça. Et donc l'Alliance a été pendant très longtemps la seule organisation internationale qui représentait et qui défendait les Juifs dans le monde. Avant le sionisme, 1860, le sionisme politique, ça démarre en 1897. Et donc c'est pour ça que quand on va parler de ça tout à l'heure, voilà, savoir que l'Alliance avait des représentations auprès des grandes puissances, participait à des conférences internationales, parlait avec les chefs d'État, avec les ambassadeurs et défendait les Juifs, aussi bien juridiquement que même pratiquement physiquement, dans beaucoup de parties du monde, surtout au 19e et début du 20e siècle. Voilà, cette petite introduction faite, je pense qu'on a largement le quart d'heure parisien s'est écoulé. Donc, je vais demander à mon collègue de me dire si tout fonctionne bien.
Voilà, donc et on va faire maintenant le vrai démarrage, hein, on rembobine. Voilà, c'est bon Jean-Pierre? Ça marche bien. Je garde le micro comme ça, c'est pas gênant. Puis donc bonsoir et bienvenue donc, à cette activité de la médiathèque Alliance Baron Edmond Rothschild et de la bibliothèque de l'Alliance Israélite Universelle. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir pour parler avec quelqu'un qui connaît très bien cette maison de l'Alliance, Philippe Auriol. Philippe Auriol, bonsoir et merci beaucoup d'être là. Alors Philippe Auriol, en 2 mots, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur cet homme, mais c'est avant tout un historien, un chercheur, un découvreur d'archives et un organisateur de savoir. Et il a consacré beaucoup d'années de sa vie à de nombreux sujets. Il n'est pas monomaniaque, si j'ose dire, mais évidemment, ce pourquoi on le connaît le plus, c'est autour de l'affaire Dreyfus. Donc il a publié une monumentale histoire de l'affaire Dreyfus en deux volumes où tout ce qui se sait sur l'affaire doit être contenu. Et en plus, c'est utile, c'est organisé, il y a un index, donc c'est vraiment une sorte de Bible. Il a publié de nombreux ouvrages aussi autour du capitaine Dreyfus et autour d'un personnage absolument fascinant qui est Bernard Lazare. Bernard Lazare qui a été le premier défenseur, enfin public, disons, du capitaine Dreyfus, avec la famille, bien sûr, d'Alfred Dreyfus, qui a publié intensément et qui s'est battu sur le plan médiatique, comme on ne disait pas à l'époque, pour faire connaître la vérité autour de Dreyfus et de son procès et de l'iniquité qui lui était faite. Et Philippe Auriol, donc, est un des fondateurs et activistes de la Société internationale d'histoire de l'affaire Dreyfus. Et puis, il est en train, il vous en parlera sans doute aussi, de préparer le musée de la maison de Zola, n'est-ce pas, aussi. Donc voilà, cet homme sait tout sur ces questions. Et il s'est intéressé à plein de choses. Il s'est intéressé d'abord au monde anarchiste, au monde des symbolistes, au monde de tous ces bizarres mouvements intellectuels du début de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Il a une passion pour quelqu'un qui est encore relativement peu connu, Félix Fénéon, par exemple. Il y a une expo en ce moment. Je ne sais pas si elle est peut-être finie d'ailleurs. Non, je crois que ça continue encore. Ça continue encore. Il faut aller la voir, c'est très bien. Félix Fénéon, qui est un peintre, mais en même temps un écrivain. Voilà. Donc sous toute cette époque... Et un grand Dreyfusard. Et un Dreyfusard. Voilà. Donc si vous parlez avec Philippe Auriol, le monde se divise en 2 catégories. Les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Il n'y a pas beaucoup de neutres, finalement. Il y en a peut-être, mais où. Et il y en a aussi qui ont sans doute changé de casquette. Voilà. Et donc, on le reçoit ce soir pour la publication de son livre, donc, paru il y a quelques mois, Le faux ami du capitaine Dreyfus, Picard, l'affaire et ses mythes. Et beaucoup de choses sont déjà dites dans ce titre et ce sous-titre. Qu'est-ce que c'est qu'un faux ami ? Est-ce que Picard était l'ami de Dreyfus ou pas ? L'affaire, c'est l'affaire Dreyfus, bien sûr, sur laquelle on a écrit et dit tant de choses et sur laquelle on peut encore dire beaucoup de choses. Ces mythes, mais oui, ces mythes, parce que, voilà, comme dans tout événement historique, et celui-là en particulier, qui a donné lieu à tant et tant d'heures de lecture et de films et de théâtre et de toutes sortes de productions à la fois historiques, littéraires, etc. Voilà, il y a plusieurs histoires dans celle de l'affaire Dreyfus, et là on va s'intéresser avec Philippe Auriol principalement à un personnage, le colonel Picard. Alors évidemment, il y a une actualité qui ne vous aura pas échappé, qui est la sortie du film de Roman Polanski, J'accuse, qui prend comme personnage principal et comme le point de vue de ce film est celui du colonel Picard. C'est tiré d'un roman d'un Anglais, il s'appelle anglais, Monsieur Harris, et Polanski a totalement adopté ce point de vue-là. Donc voilà, ce qu'on va entendre ce soir, c'est aussi la relation qui, à mon avis, est très enrichissante entre
une œuvre d'histoire et une œuvre de fiction. Voilà. Les deux disent des choses, pas forcément les mêmes, et peut-être que ça va être intéressant de pouvoir comparer plus ou moins point par point. Avant qu'on parle directement de ce personnage de Picard, je voudrais poser une question, puisqu'on est dans cet auguste lieu de l'Alliance, je voudrais poser une question à Philippe Auriol. On dit en général que donc, l'Alliance israélite universelle, qui est une grande action politique internationale pour les Juifs d'Orient, est restée muette, sinon très discrète, pendant la période de l'affaire Dreyfus, alors que tout le monde politique et au-delà français, toute la population française se divisait, se battait pour ou contre Dreyfus. Une très grande institution comme l'Alliance et dans les histoires officielles de l'Alliance, c'est ce qu'on voit en gros, n'a pratiquement pas réagi. Donc j'ai demandé à Philippe Auriol de nous dire pour commencer quelques mots sur ce sujet. Finalement, l'Alliance et l'affaire, c'est quoi? C'est une grande absence ou une grande dissimulation? Alors c'est vrai que quand on lit ce qui a été écrit en fait sur l'affaire Dreyfus, l'Alliance n'apparaît jamais, et quand on lit ce qui a été écrit sur l'Alliance, l'affaire Dreyfus n'apparaît jamais. Et quand l'affaire Dreyfus apparaît, c'est le texte de Chouraqui, par exemple, qui explique que... d'André Chouraqui, qui a écrit le livre sur les 100 ans de l'Alliance en 1960. Voilà, et qui explique qu'effectivement, l'Alliance s'est tue, en fait, pendant l'affaire, et ça vient conforter d'ailleurs cette thèse qu'on va trouver dans beaucoup de textes qui sont par exemple les souvenirs de Léon Blum, qui sont Notre jeunesse de Charles Péguy, qui sont les textes d'Hannah Arendt sur l'affaire Dreyfus, et qui expliquent que globalement les communautés, je pense, faudrait-il dire, juives, sont restées très passives pendant l'affaire. Alors c'est vrai que si on va regarder les publications de l'Alliance israélite, le bulletin par exemple, il n'est pas question de l'affaire Dreyfus du tout. Il n'en est jamais question. Et en fait, petite incise, les bulletins de l'Alliance, comme toutes les publications de l'Alliance historique, sont accessibles sur la bibliothèque numérique de l'Alliance. Comme ça, vous pouvez aller vérifier par vous-même sur la bibliothèque numérique AIU. Alors la question du coup qui peut se poser, c'est pourquoi alors il y a de multiples raisons. La première, et qui est importante, c'est que beaucoup des cadres de l'Alliance à cette époque-là étaient par ailleurs des fonctionnaires ou des représentants politiques. Maire, le président honoraire de l'époque, c'est le grand rabbin Zadok Khan, qui est donc, avant la loi de séparation des églises et de l'État, un fonctionnaire de l'État, et qu'à ce titre, en fait, il a un devoir de réserve qui fait qu'effectivement, il n'est pas question qu'il prenne position à ce sujet. L'autre raison, elle est liée à la question de l'antisémitisme, en fait. Il est clair que, et ça c'est des discussions qu'on a entre historiens, et c'est drôle d'ailleurs parce qu'on s'est affronté un peu violemment à un moment à quelques-uns, puis on a réussi à se mettre d'accord finalement, parce que de mon côté qui avait tendance à tout voir du côté de l'antisémitisme, et de l'autre côté qui avait tendance à ne voir nulle part de l'antisémitisme, en fait, je pense qu'on s'entendait pas. Quand un très très grand historien qui s'appelle Bertrand Joly écrit que le mouvement antisémitique à l'époque de l'affaire Dreyfus ne représente rien, il a raison. Il a raison pourquoi ? Parce que politiquement, les forces antisémites en France, ce n'est rien du tout. Même si on a effectivement un certain nombre de députés, même si après les élections de 1898 à la Chambre, on a un groupe anti-juif qui est un groupe parlementaire, ce qui est quand même quelque chose. La Ligue antisémitique et les partis antisémites, comme le mouvement national anti-juif, etc., représentent peut-être, puisqu'on a des chiffres hyper précis, 200 personnes. Voilà. Maintenant, à côté de ça, si les forces politiques antisémites organisées ne représentent rien, le préjugé antisémite, lui, est partout. Et Bernard Lazare, parce qu'on peut y revenir assez souvent, dans un texte écrit juste après l'arrestation, enfin, la révélation de l'arrestation de Dreyfus et avant son procès, écrit dans le journal de Clémenceau qui s'appelle La Justice, un article absolument incroyable qui s'appelle Le Nouveau Ghetto, et dans lequel justement il explique ça en disant que les ghettos ont disparu à ce moment-là, mais qu'en fait ils sont en train de se reconstruire d'une manière invisible et qu'il y a des chaînes invisibles en fait qui sont en train d'enfermer
transformer la population israélite, comme on disait à l'époque, dans 2 nouveaux ghettos, tellement le préjugé est fort. Et en fait, cette question du préjugé est tellement forte, et d'ailleurs ce qui est extraordinaire, c'est que quand on regarde ce qu'est le combat Dreyfusard, rares sont les Dreyfusards qui vont mettre en avant, la question antisémitique comme explication de l'événement, Dreyfus, juif. 2, le fait de se mobiliser contre l'antisémitisme. Quand on lit les journaux, par exemple comme l'Aurore, le mot antisémitisme apparaît pratiquement jamais, en fait. Parce que c'est pas du tout leur préoccupation. Pourquoi est-ce que ce n'est pas leur préoccupation? Parce que c'est contre-productif. C'est-à-dire que dans la mesure où on a une population qui partage très largement le préjugé anti-juif, essayer de rassembler sur cette question-là, c'est ne pas rassembler. Donc en fait, ils décident de passer par autre chose. Et par exemple, quelqu'un qu'on connaît tous, qui est lui vraiment un lanceur d'alerte, à la différence de Picard, à mon avis, qui est le vice-président du Sénat, qui s'appelle August Scherer-Kestner, très rapidement écrit à Bernard Lazare pour lui dire qu'il ne veut plus le voir, parce qu'il ne veut pas qu'on puisse croire qu'il est, et c'est une citation de Scherer-Kestner, affilié à la bande. Voilà. Donc on est dans cet état d'esprit-là. Et le préjugé est tellement fort, c'est ce que va écrire un Dreyfusard tout à fait admirable qu'on a complètement oublié aujourd'hui, comme d'ailleurs beaucoup des grandes figures du dreyfusisme, qui est un catholique pratiquant, et vraiment, mais très très pratiquant, et qui va être un des premiers Dreyfusards, qui s'appelle Fernand Giraudot. Tout le monde a oublié ce nom-là, qui écrit sous pseudonyme, parce que sinon il va avoir des problèmes avec ses amis, une petite brochure qui s'appelle « Coupable ou non », et dans laquelle il explique que si on était dans un pays anglo-saxon, l'Angleterre ou les États-Unis, il y aurait sur un des principaux boulevards, et peut-être même sur les principaux boulevards des principales villes de chacun de ces pays-là, une devanture sur laquelle il y aurait marqué « Comité de défense pour Alfred Dreyfus et contre l'antisémitisme ». Mais qu'en France, la chose était absolument pas possible. Donc effectivement, les gens de l'Alliance ne vont pas parler parce qu'il n'est pas possible de parler, comme le consistoire ne va pas parler parce qu'il n'est pas possible de parler, et comme beaucoup de juifs d'État, comme dirait Pierre Birnbaum, ne parlent pas parce qu'il n'est pas possible de parler. Mais le fait de ne pas parler, ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tout de suite après l'arrestation de Dreyfus, Zadok Khan, le grand rabbin, va convoquer un certain nombre de notabilités en leur proposant de faire quelque chose parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pourquoi? Non pas parce que Dreyfus a été arrêté. Dreyfus est... Alors Zadok Khan sait qu'il n'en est rien, mais pour beaucoup de gens, coupable après sa condamnation, parce qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il ne l'est pas, en fait. Personne ne sait ce qui s'est passé, c'est un procès à huis clos, voilà. On a quelqu'un qui a été jugé, jusqu'à présent, quand quelqu'un est jugé et qu'il est reconnu coupable, c'est qu'il est coupable. Maintenant, ce qui préoccupe énormément Zadok Khan, et qui déjà préoccupait Bernard Lazare quand il écrit l'article Nouveau Ghetto, c'est que quand il voit la manière dont la presse s'est emparé de l'affaire Dreyfus, il y voit en fait une mécanique qui est une mécanique habituelle et qui est celle qu'on va retrouver dans toutes les accusations de crimes rituels. Et là, il se dit qu'il y a quelque chose quand même d'assez curieux dans cette affaire. Et la presse s'est emparée de l'affaire Dreyfus d'une manière absolument incroyable, et des journaux, même comme Le Figaro à l'époque, qui sont des journaux bourgeois, conservateurs, etc., développent du discours qui est un discours réellement antisémite. Quand le journaliste du Figaro décrit le procès de Dreyfus, on a un bon paragraphe sur ce profil sémite, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde joue ce jeu-là. Et donc, ce que vont faire les gens qui vont se réunir chez Zadok Khan, c'est-à-dire Zadok Khan, Salomon Reinach, qui est le vice-président de l'Alliance universelle, le docteur Dreyfus-Brisac, qui est un des membres du comité de l'Alliance universelle, Zadok Khan, donc, qui est celui qui invite, qui est le président honoraire de l'Alliance universelle, Narcisse Leven, qui est le président de l'Alliance universelle, et Salomon Reinach, qui est le vice-président de l'Alliance israélite universelle, c'est-à-dire qu'en fait, on a absolument l'organigramme de la IU qui est présent ce jour-là, vont décider de mettre en place quelque chose pour lutter contre l'antisémitisme. Maintenant, la décision qu'ils vont prendre, c'est de le faire d'une manière secrète. Pourquoi? Parce que c'est pas possible de le faire autrement. Et donc, quand les anti-Dreyfusards parlent de l'existence d'un syndicat, moi je dis, mais vous me laissez finir ma phrase, d'accord, qu'ils n'ont pas tort. Bien sûr qu'il y a eu un syndicat, parce que quand on est attaqué, il faut se défendre. Maintenant, le syndicat qui a existé n'est pas le syndicat que les antisémites ont fantasmé. C'est-à-dire que c'est pas effectivement quelque chose qui est là pour la domination du monde, et puis etc., etc., enfin tous les trucs habituels. On a juste des gens qui sont attaqués et qui décident de ne pas laisser faire. Et donc, ce comité de défense va s'organiser
essentiellement autour de deux personnages, qui sont les chevilles ouvrières. Le premier, c'est Bernard Lazare. Alors, il y a Joseph Reynac aussi, mais Joseph Reynac n'apparaît pas du tout parce que Joseph Reynac ne peut pas apparaître. C'est vraiment l'homme le plus détesté de France à ce moment-là. Déjà parce qu'il est juif, c'est une vraie bonne raison pour tout le monde à ce moment-là, et surtout parce qu'il est le neveu du baron de Reynac, l'affaire de Panama, etc., etc. Bon, donc Bernard Lazare d'un côté et quelqu'un qui fait aussi partie de l'Alliance israélite universelle qui s'appelle Henri Becker, qui est complètement oublié aujourd'hui et qui est un personnage absolument fascinant, traducteur d'allemand, professeur d'allemand au lycée Charlemagne, et qui va être le commis voyageur en fait du comité de défense contre l'antisémitisme. Et quel est en fait le rôle de ce comité de défense contre l'antisémitisme? C'est de mener activement la propagande contre l'antisémitisme, mais sans qu'il y ait de lien sans qu'il y ait de contrepartie attendue. Et par exemple, on va voir cette chose ahurissante, quand on y réfléchit, c'est de voir que le consistoire et l'Alliance, finalement, puisque le consistoire fait aussi partie de cette aventure, à travers ce comité de défense contre l'antisémitisme, va financer la publication de tous les journaux anarchistes à ce moment-là, parce que les anarchistes sont parmi les premiers à avoir pris position pour... non pas pour Dreyfus, parce que c'est pas ça le plus important à ce moment-là, mais contre l'antisémitisme. Ce qui n'a pas toujours été aussi clair, même si je pense qu'on abuse quand on leur en fait le reproche systématique. Les socialistes sont aussi des gens qui se sont engagés assez rapidement, mais moins rapidement en tout cas, globalement, que les anards. Et donc, c'est amusant de voir le Journal du Peuple, qui est donc payé par le comité de défense contre l'antisémitisme, c'est-à-dire Zadok Khan, et dans lequel Zadok Khan est très régulièrement attaqué parce qu'il est un rabbin, c'est-à-dire un curé. Voilà. Et donc il n'y a aucune contrepartie, et c'est vrai qu'ils vont mener une vraie action. Et l'autre action, donc, c'est d'aider en fait la publication de brochures, de journaux pour alimenter en fait une propagande qui est nécessaire puisque personne ne la prend en main. Et à côté de ça, c'est de favoriser des candidatures anti-juives, puisqu'on dit plutôt ça à cette époque-là, dans tous les endroits qui sont problématiques et dans tous les endroits où les anti-juifs se présentant ont une chance d'être élus. Alors le problème, c'est que stratégiquement, ils vont assez mal jouer la plupart du temps, et c'est ce qu'on va voir à Alger, par exemple. C'est-à-dire qu'à Alger, ils envoient quelqu'un, ils parachutent, comme on dit aujourd'hui, un candidat qui s'appelle Paul Vibert, qui est un candidat qui est tout à fait passionnant, qui est vraiment quelqu'un qui est convaincu qu'il faut en finir avec l'antisémitisme, mais le problème, c'est que personne ne le connaît, et personne ne le connaît surtout en Algérie. C'est-à-dire qu'il aurait fallu prendre naturellement quelqu'un qui, là-bas, puisse faire quelque chose réellement, parce qu'il avait une petite notoriété. Et ce qui fait que, puisqu'aujourd'hui, on a pas mal d'archives qui nous permettent de le savoir, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, globalement, les juifs algérois ne sont pas allés voter, en fait. Ils se sont abstenus pour la plupart, et parce qu'ils ne voulaient pas voter pour Vibert en ne comprenant pas qui il était, et comme toute l'action était secrète, donc effectivement, lui attaquait Drummond, attaquait l'antisémitisme, voilà, mais la plupart du temps, ça marchait pas. Et c'est vrai qu'il y a des stratégies qui n'ont pas été assez malignes, mais finalement, donc, pour répondre à la question, je suis désolé, la réponse était super longue, l'AIU a eu une action qui est absolument fondamentale, en fait, et d'ailleurs, globalement, les Israélites français, et aussi les ouvriers immigrés juifs qui étaient nombreux à Paris se sont globalement pratiquement tous engagés. Et à l'exception peut-être de quelques notables comme par exemple les députés Dreyfus, il y en a 3, Ferdinand Dreyfus, Ferdinand Dreyfus, etc., qui eux refusent de parler et condamnent même en écrivant, par exemple Arenac, condamne son action en faveur de Dreyfus et contre l'antisémitisme. La plupart s'engagent d'une manière ou d'une autre et d'une façon assez admirable. Voilà, donc ça c'est l'AIU. Voilà un point un peu éclairci, largement éclairci d'ailleurs, mais c'est souvent, de toute façon, en dehors de l'affaire, l'Alliance a très souvent une action dans la discrétion, une action de coulisses, de diplomatie, ou alors, si je reprends l'exemple algérien, juste pour compléter, c'est au moment de ce que là encore Pierre Bernbeau m'appelait le moment antisémite 1898, des émeutes, vraiment, l'élection... Des pogroms, oui, on peut le dire, des pogroms, et l'élection d'un maire anti-juif à Alger, Max Régis, que Drummond supporte, etc. Donc c'est un degré d'antisémitisme
qu'on n'ose pas imaginer, et pourtant on est cathé aujourd'hui, si j'ose dire, et qu'on n'ose pas imaginer, puisque là c'est la représentation politique qui est elle-même anti-juive, et ça va mener dans l'action de l'Alliance à quelque chose de tout à fait exceptionnel. L'Alliance fait des écoles, mais des écoles qui vont moderniser le monde juif et qui ne sont pas du tout religieuses. Eh bien, en Algérie, pour redonner confiance et pour redonner une identité finalement à la jeunesse juive totalement déboussolée, ils vont créer des écoles religieuses, ce qu'on appelle Talmud Torah. Les petits juifs vont à l'école française dans la journée et le soir vont au Talmud Torah pour regagner une certaine confiance juive en eux-mêmes qui va se développer ensuite. Bien. Donc, ces dessous de l'affaire, ces mythes quand on parle, on va maintenant en parler autour donc de ce grand personnage, le colonel Marie-Georges Picard. Vous allez me dire un peu évidemment qui il est, d'où il vient, et commenter peut-être, je vais repérer ce petit mot là encore de Bernard Lazare, qui va nous dire la masse, donc la masse est Lazare est aussi dans le monde anarchiste et de ça, donc la masse, le peuple, si j'ose dire. La masse n'a pas été dreyfusarde, elle a été picardiste. Alors, c'est toute la question du héros ou du pas héros. Oui. En fait, c'est drôle parce que... Qui est Picard? Voilà. Je parlerai après du picardisme, alors. Picard, c'est probablement en fait le militaire absolu. Déjà le militaire parce que c'est un militaire, mais je pense que quand on est militaire, c'est-à-dire qu'on ne s'engage pas par hasard dans cette carrière. Et c'est le militaire qui doit finir ministre de la guerre au moment même où il commence, c'est une certitude. C'est un des plus jeunes capitaines de l'armée, c'est ensuite le plus jeune commandant de l'armée, c'est le plus jeune lieutenant-colonel de l'armée, voilà, c'est vraiment le militaire. On a un mot en yiddish pour ça, Wunderkind. C'est ça, c'est voilà. Une sorte d'enfant prodige. Voilà, et très aimé de ses chefs, protégé par de nombreux généraux très très importants à peu près partout. Parce que c'est quelqu'un de tout à fait admirable, certainement, c'est sûr, c'est quelqu'un de tout à fait admirable, et c'est un militaire qui est très différent, puisque c'est un militaire qui parle une dizaine de langues tout à fait couramment, qui est capable de parler de peinture, de littérature, voilà, il lit Tchekhov et Tolstoï dans le texte, il connaît à peu près toute l'histoire de la peinture, voilà, il est vraiment tout à fait impressionnant. Alors, on le présente comme jouant du piano, c'est pas tout à fait vrai, il essaye de pianoter, mais en tout cas, enfin voilà, à un moment, il sera ami avec Mahler, des choses comme ça, il est vraiment, en fait, c'est un intellectuel qui est dans l'armée. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de militaires qui sont avec lui ne l'aiment pas. Et voilà. Donc il est à cette place-là aussi qui est toujours la bonne, parce qu'il sait rondement mener sa carrière aussi. C'est-à-dire qu'on connaît ses correspondances, et c'est tout à fait étonnant de voir les correspondances qu'il envoie à certains supérieurs, où il demande, par exemple, pour avancer son passage dans un grade supérieur, d'être envoyé à l'étranger à un moment, parce que ça va lui permettre de gagner des mois d'ancienneté. Parce que l'idée c'est d'arriver le plus vite possible à la plus belle des carrières. Donc c'est pas du tout un arriviste ou un opportuniste, mais c'est quelqu'un de très ambitieux et qui sait très bien où il va et qui sait très bien comment il y va. Voilà. Le problème, c'est que il va accepter, parce qu'il prend conscience que c'est la seule manière pour lui d'arriver le plus rapidement possible en fait à atteindre l'objectif qu'est le sien. Il va accepter une fonction dont il ne veut pas, et qui est celle de chef du contre-espionnage en France. Alors, il n'était pas question de le lui donner, enfin, il a été question de le lui donner assez rapidement, parce que celui qui s'en occupait, qui s'appelle le colonel Sander, je pense pas, hein, c'est un truc que je dis souvent, je pense pas qu'il y ait de degré dans l'antisémitisme, on n'est pas très antisémite ou un peu antisémite, on est antisémite quoi. Mais s'il devait y avoir des degrés, je pense que lui est au maximum de l'échelle. Et si vous avez vu le film, on le voit à un moment, c'est avec lui que voilà, et il est vraiment, c'est un obsessionnel en fait. Et Sander est très très malade parce qu'il a une syphilis qui est en train de le paralyser, et il ne va pas tarder en fait à être obligé
de quitter son poste, et on pense à Picard. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il entre à l'état-major. Donc à ce moment-là, il n'est pas au 2e bureau qu'est le contre-espionnage, mais qui est caché. Il est au 3e bureau, et qu'au moment du procès Dreyfus, en fait, il est présent pratiquement tout le temps. Il est présent pratiquement tout le temps parce qu'il a la confiance du ministre de l'époque qui s'appelle le général Mercier, le ministre de la guerre, et c'est son représentant au procès. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, et ça Bernard Lazare ne le lui pardonnera jamais, c'est qu'en fait, il est celui qui va conseiller l'utilisation du fameux dossier secret qui permet de condamner Dreyfus parce qu'il n'y a aucune preuve contre lui. Et ça, c'est intéressant. Et ce qui est dommage, c'est que dans le film, on voit pas du tout ça. On voit le contraire, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, alors, ça n'existe pas historiquement, mais peu importe. Hein, le cinéma a ses raisons que l'histoire ignore. Donc, on voit que Mercier donne le dossier à Picard. Picard fait une tête qui montre qu'il n'est pas content de ça, mais obéit à l'ordre. En fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. C'est du Paty de Clam qui donne le dossier, mais ça, on s'en fiche. Mais en tout cas, Picard vient rendre compte au ministre en lui disant « Dreyfus va être acquitté », parce qu'en fait, il n'y a rien contre lui. Il faut utiliser le dossier secret. Voilà. Donc, c'est lui qui va le conseiller. Et ça, c'est tout à fait intéressant quand même. Bon. Et le truc, c'est que après effectivement le procès Dreyfus, Sander est de plus en plus malade et là il est question de le remplacer. Et le général de Boisdeffre, qui est le chef d'état-major, lui propose le poste. Il n'en veut pas, il en était question depuis un moment, mais il le prend parce qu'effectivement c'est quelque chose qui va accélérer son avancement. Voilà, mais il l'explique parce qu'on a des textes de lui en fait. Hein, il y a rien, voilà, tout est à partir de sources qui sont naturellement des sources possibles. Et là, on a la meilleure des sources puisque c'est la sienne propre, c'est-à-dire que c'est lui qui parle, et en expliquant qu'en fait ce métier le dégoûte. Il n'a pas envie de faire policier, lui, ce qu'il veut être, c'est militaire, mais que maintenant, à côté de ça, il va le prendre quand même parce que c'est comme ça. Et il arrive donc au service des renseignements. Donc là, pour l'instant, le film de Polanski, hein, je pense que vous l'avez tous vu, colle. Voilà, il est là. Le bordereau, naturellement, n'a jamais été affiché dans son bureau. Mais peu importe, ça permettait un raccourci qui est cinématographiquement très très pratique. Et bon, il fait son travail. Voilà. Mais ce que ne dit pas le film et qui est très intéressant, je vais me servir du film en fait, c'est pas mal comme idée. Mais ce que ne dit pas le film et qui est très intéressant, c'est que la première chose qui lui est demandée quand il arrive, et c'est le général de Boisdeffre qui le lui demande, et ça va être confirmé par Sander. Alors on voit la scène où il va voir Sander dans son lit, mais il y a une phrase qui a disparu en fait de cette scène qui a réellement existé. Boisdeffre lui dit, il faut enrichir le dossier Dreyfus. Et ça, c'est intéressant, parce qu'il est déjà condamné, Dreyfus, à ce moment-là. Il va partir dans peu de temps pour l'île du Diable. On est tellement peu sûr, en fait, de la culpabilité du condamné, qu'on est obligé d'essayer de trouver des pièces qui vont permettre enfin d'avoir la preuve. C'est tout à fait fascinant, je trouve. Et Sander lui dit qu'il faut absolument faire quelque chose, parce qu'il craint un retour offensif des Juifs, comme il le dit, c'est très précisément sa citation, et qu'il faut donc effectivement préparer quelque chose. Donc le boulot de Picard à ce moment-là, le boulot, le mot est choisi, hein, son boulot, c'est de trouver les preuves qui manquent. Le problème, c'est que les preuves, il ne les trouve pas. Et bien évidemment qu'il ne les trouve pas, puisqu'il n'y en a pas. Dreyfus est innocent, c'est un truc sur lequel on ne va pas revenir, même si de petits gugus, perpétuellement, là il y en a un qui a essayé l'année dernière de le faire, nous sortent des livres pour nous expliquer que Dreyfus était coupable. Sérieux, quand même. Et voilà, donc son travail, c'est de faire ça. Il fait surveiller la famille Dreyfus, et ça c'est passionnant parce que c'est quelque chose que la famille Dreyfus ne pouvait pas imaginer. Mathieu, dans ses souvenirs, dit qu'il a le sentiment d'eux, mais en fait c'est une surveillance quotidienne. Et toute la famille, c'est-à-dire la famille qui est à Bar-le-Duc, la famille qui est à Bâle, ceux qui sont à Paris, etc., tout le monde est surveillé. Et donc les informations sont récupérées. Alors, malheureusement, ces informations, à 90%, ont disparu, et on les connaît par les quelques rapports qui ont subsisté que fait Picard, et il parle de ça, et surtout Picard, un de ses boulots, et ça c'est pas dit dans le film non plus, c'est de surveiller en fait la correspondance que s'échangent les Dreyfus, on va dire. Alors Lucie est importante, hein, et d'ailleurs je vous invite, si vous ne l'avez pas lu, à lire 2 volumes qu'a publié Vincent Duclerc, qui sont la correspondance entre Lucie et Alfred Dreyfus. Là, il en a publié un nouveau petit volume qui est un complément, en fait. Donc cette correspondance de l'île du Diable entre les 2 amoureux, parce que ce sont 2 amoureux, et qui est une correspondance absolument incroyable, déjà parce qu'elle est très très belle, et surtout parce que
On voit dans ses lettres un Dreyfus qui répète souvent la même chose. On lui en a fait le reproche, mais c'est une façon pour lui en fait de ne pas devenir fou aussi. C'est-à-dire qu'il essaye de mettre en place des mécaniques qui vont lui permettre de tenir, et c'est vrai qu'il a des mêmes phrases qui reviennent perpétuellement, etc. Parce que c'est son lien en fait avec l'humanité qui est en train de disparaître. Et le travail de Picard, c'est de regarder dans ses lettres s'il n'y a pas un code secret qui est utilisé et qui permet de préparer l'évasion de Dreyfus. Donc on chauffe les lettres avec des fers, voilà, pour voir s'il n'y a pas une encre sympathique qui a été utilisée. On essaye d'étudier, on met des cryptographes sur l'affaire pour voir si le sens des mots, en fait, ne révèle pas des choses. Pendant un moment, il surveille même, et donc ça va lui être interdit, les livres qui sont envoyés pour voir si dans les titres des livres, en fait, il n'y a pas un message secret, etc. Et c'est Picard qui va avoir l'excellente idée de ne plus permettre à Alfred Dreyfus d'avoir l'écriture de son épouse, mais de faire recopier les lettres par une autre main en inversant les mots, en changeant les mots de place dans les lettres, parce que comme ça, s'il y a un code, Dreyfus ne pourra jamais le savoir. Et ça, c'est tout à fait passionnant aussi. Et donc, quand on voit le film de Polanski, on a presque l'impression que dès le début, en fait, Picard se pose des questions. Mais Picard ne se pose aucune question. Il fait son travail. Donc, c'est pas... Quand je suis passé chez Finkielkraut, il me disait « Vous reprochez à... » Mais moi, je reproche rien. Je fais de l'histoire. Voilà. Et le Picard qu'on présente n'est pas le vrai. Moi, mon travail, c'est de présenter le vrai. Et je trouve que c'est intéressant de le dire. Donc, ça veut pas dire qu'il est méchant. Mais voilà. Mais ça veut dire juste qu'en fait, il faisait son travail, le travail qu'on lui demandait, etc., etc. Arrive un jour, vous connaissez l'histoire, le fameux Petit Bleu, qui est un document qui prouve qu'il y a un autre traître, voilà, puisqu'il n'est pas question de penser que Dreyfus soit innocent. Il y a un autre traître. Et il commence son enquête, et là, ce qui est intéressant, et que ne dit pas le film, c'est qu'en fait, il va s'apercevoir effectivement que ce traître est un traître et qu'il n'y a aucun doute là-dessus, et en regardant, en fait, l'écriture du bordereau, il s'aperçoit que c'est la même écriture. Donc dans le film, crise d'intelligence, révélation, il se dit mais donc Dreyfus est innocent. En fait, pas du tout. Dans la vérité, c'est pas ce qui s'est passé. Dans la vérité, il se dit c'est incroyable, Esterhazy est donc le complice de Dreyfus. Parce qu'il n'est pas imaginable une seconde que Dreyfus pût être innocent. C'est tout à fait passionnant. Et voilà, un moment, il va tomber sur le dossier secret, et là, il a la vraie révélation. C'est-à-dire que quand il voit ce dossier secret, déjà, il s'aperçoit qu'il n'y a rien dedans. Il y a 4 pauvres petits papiers, qui sont et surtout des papiers qui ne peuvent pas du tout être attribués à Dreyfus. En revanche, ils peuvent tous être attribués à Esterhazy. Et là, il découvre cette chose-là. Donc il va voir ses chefs, vous l'avez vu dans le film, et ses chefs, en fait, ne veulent pas le suivre, et là, il décide de se mettre en colère. Non, 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 ça s'est pas du tout passé comme ça. Dans la vraie vie, dans la réalité et dans l'histoire, ce qui s'est passé, c'est qu'il fait surveiller ces gens-là, comme il dit. Ces gens-là, c'est les Juifs et la famille Dreyfus. Et il s'aperçoit que ces gens-là, c'est quand même étonnant cette phrase, non ? Que ces gens-là sont en train de toucher au but. Il fait surveiller Bernard Lazare, il sait que Bernard Lazare est en train de préparer un mémoire en défense, il sait qu'il y a des documents qui ont été récupérés, et entre autres par un militaire tout à fait admirable dont il aurait fallu parler dans le film, qui s'appelle le commandant Forzinetti, qui lui est véritablement un lanceur d'alerte, parce que ce que va faire Forzinetti, c'est qu'il va détourner des documents pour aller les porter à la famille Dreyfus. Forzinetti est celui qui a accueilli Dreyfus à la prison du Cherche-Midi. Voilà, c'est le directeur de la prison. Ouais. Et en fait, d'ailleurs, j'ai retrouvé un papier tout à fait étonnant que je crois que je n'avais pas cité là parce qu'il y a un moment, il fallait faire des choix, mais je l'ai cité depuis ailleurs. Forzinetti va avoir des problèmes avec sa hiérarchie parce que quelqu'un va révéler en fait qu'il donne des papiers à la famille Dreyfus et la personne qui le révèle, c'est Picard. D'accord ? C'est tout à fait intéressant. Et il le révèle à partir du moment où il a déjà fait la découverte de l'innocence de Dreyfus. Et là, ça relativise aussi ce qu'on voit dans le film. C'est-à-dire que comme il fait surveiller ces gens-là, il découvre quelque chose qui est que, ce que je disais tout à l'heure, hein, il y a 10 secondes là, que la famille va probablement découvrir l'identité du véritable traître. Si jamais eux, la famille Dreyfus, ou Bernard Lazare, révèlent l'information, l'armée est perdue. Si jamais l'armée révèle l'information, l'armée gagne. Et en fait, ce qu'il fait quand il va voir ses chefs, c'est pas du tout de leur dire un innocent est en train de mourir au bagne et c'est un scandale. Ce qu'il va dire, c'est
Et d'ailleurs, il ne parle absolument pas de la question de faire revenir Dreyfus. Et ça, c'est drôle d'ailleurs, parce qu'on s'en aperçoit pas, mais c'est pas du tout dit dans le film d'ailleurs, et c'est très juste. Ce qu'il dit tout simplement, c'est il faut absolument que nous agissions, parce que si on agit avant nous, en fait, nous allons être entraînés dans un engrenage absolument incroyable. Le problème, c'est que ces chefs ne peuvent pas le suivre. Et ils ne peuvent pas le suivre, pourquoi ? Parce que le procès de 1894 est illégal, que le général Mercier, qui est complètement mouillé dans cette affaire, a, et j'ai retrouvé des papiers qui prouvent ça, demandé, a fait jurer à tous les gens qui étaient mêlés au procès de l'armée de ne jamais révéler ce qui s'était passé, et entre autres le général de Boisdeffre, chef d'état-major, et le général Gons, sous-chef d'état-major. Donc on protège le général Mercier, et on ne dit rien. On demande à Picard de continuer à faire son métier et d'arrêter avec l'affaire Dreyfus. Ce que dit le film, c'est qu'il continue. Ce que dit la vérité historique, c'est qu'il arrête. Et là, on a tous les papiers qui le prouvent, et il arrête de s'occuper de l'affaire Dreyfus. Le problème, c'est qu'il est effectivement dangereux, parce qu'il risque de parler. Et là, il y a cette discussion qu'on voit dans le film avec Gons, qui est « Mais qu'est-ce que ça peut vous faire, à vous, que ce juif reste à l'île du diable ?» Et cette phrase est tout à fait passionnante, d'ailleurs, parce que c'est la phrase qu'on dit à un antisémite. Et il dit « Mais s'il est innocent ?» Apparemment, il a dit ça. Et le général, le Gons, lui répond « Mais vous n'en direz rien, n'est-ce pas ?» Et là, en fait, la citation qu'on donne n'est pas la bonne. La vraie citation, que Picard va lui-même corriger par la suite, c'est-à-dire que c'est la première citation qu'il donne et après il la corrige parce que ça colle plus, j'expliquerai pourquoi après, c'est de dire « Non, je ne dirai rien, parce que je ne le peux pas. Mais en tout cas, si je ne sais pas ce que je ferai plus tard, je sais que je n'emporterai pas au final ce secret dans la tombe. » Donc en fait, il fait la promesse de ne pas parler, et effectivement, il ne va pas parler, puisque en fait, la première fois qu'il va parler, c'est 2 ans après avoir découvert l'innocence de Dreyfus. Et c'est pour ça que, quand on parle d'un lanceur d'alerte, moi je suis un peu étonné, parce qu'un lanceur d'alerte qui lance une alerte 2 ans après un événement, c'est plus une alerte. Mais bon, voilà. Ce qui va se passer, c'est que, et là j'ai retrouvé des papiers tout à fait intéressants qui sont les notes personnelles de Gons, tout le monde à l'état-major est persuadé en fait que, parce que Picard a raison, ce qui est en train de se passer, c'est que la famille Dreyfus n'a pas découvert l'identité d'Esterhazy à ce moment-là, mais essaye de relancer l'affaire. Et il dit attention, il va se passer quelque chose. Et c'est là où Mathieu, juste à ce moment-là, coïncidence absolument extraordinaire, Mathieu a une très très bonne idée, qui lui est soufflée par quelqu'un d'ailleurs, qui est de publier la nouvelle de l'évasion de Dreyfus. Dreyfus s'est évadé. Et le fait de faire ça, Mathieu, une fake news de l'époque. Exactement. Mathieu Dreyfus a tout compris à la communication, en fait. Le fait à un moment où plus personne ne parle de Dreyfus, le fait de lancer cette information fait que naturellement le monde entier va la reprendre et que ça va relancer l'attention sur le capitaine qui est à l'île du diable. Et en fait, c'est réellement ce qui va se passer avec, chose extraordinaire, des articles qui commencent à être publiés dans la presse, dans l'Autorité, qui est en plus un journal bonapartiste dont le directeur Paul Granier de Cassagnac est antisémite, mais à ce moment va écrire un article qui s'appelle Le Doute, dans lequel il écrit « Et si Dreyfus était innocent ?» Et on commence à voir des papiers qui sortent de cette manière-là. Et là, quand on lit les notes de Gons, la chose absolument incroyable, c'est qu'en fait, Gons et tout le monde à l'état-major deviennent persuadés que celui qui informe la presse, c'est Picard. Et que Picard l'informe pourquoi ? Parce qu'on n'a pas voulu l'écouter et que c'est une vengeance. Et c'est pour ça qu'on va l'envoyer en Tunisie. Mais en Tunisie, il continue à avoir de bonnes relations avec ses anciens chefs et il ne fait rien du tout. C'est-à-dire qu'il fait son métier. Et Joseph Reynac, dans la première histoire de l'affaire Dreyfus qui a été publiée, qui est en fait la deuxième, parce qu'il y en a eu une avant, qu'on connaît peu, mais explique qu'effectivement, il se retrouvait parmi les siens dans une autre atmosphère et il laissait le capitaine Dreyfus sur l'île du diable. C'est-à-dire que c'était plus du tout dans ses préoccupations. Le problème, c'est qu'à un moment, il va s'énerver bêtement. Il faut me dire quand je suis trop long. Il va s'énerver bêtement parce qu'on continue à lui envoyer du courrier, qui est du courrier de son ancienne fonction à la section de statistiques, et il a très bien compris que l'envoyer en Tunisie, c'était une manière de l'éloigner. C'est très très clair. Et donc, il reçoit perpétuellement des papiers. Un jour, il en a assez. Il renvoie le papier qu'on lui a envoyé avec un mot qui est « Dites que je n'ai plus cette fonction ». Et la lettre est très très courte et très très désagréable. Et en fait, il l'envoie à Henri, qui est magnifiquement interprété dans le film par Gadebois,
Et Henri, en fait, prend très très mal cette lettre et lui renvoie un mot en lui disant, en lui faisant comprendre qu'en fait, il se doute qu'il ne s'est pas bien conduit jusqu'à présent. Et là, en fait, il prend vraiment peur. Et il prend d'autant plus peur qu'il est dans un état de sensibilité extrême, et ça, le film n'en parle pas, parce qu'il ne le savait pas en fait. Hein. Et c'est dommage, parce que ça aurait permis à Emmanuelle Seigner d'avoir un rôle qui ne soit pas complètement inutile, parce qu'elle ne sert rigoureusement à rien dans ce film, elle est même assez grotesque, à vrai dire, tellement elle ne sert à rien. Déjà, elle ne joue pas très bien, moi je trouve, mais en plus, elle ne sert à rien. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'en fait, Pauline Monnier, Emmanuelle Seigner, qui est la maîtresse de Picard, est mariée à 2 enfants avec un monsieur qui est très 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 catholique. Et le monsieur vient de découvrir une lettre envoyée par Picard qui prouve la relation adultère. Et il vient de répudier sa femme. Sa femme a comme confesseur le général des Jésuites qui s'appelle le père Dulac. Et en fait, elle écrit à Picard en lui demandant de revenir le plus rapidement possible à Paris parce qu'il y a quelque chose de très grave qui se passe. Et Picard vient à Paris. Et en fait, là, il est convoqué par le père Dulac, le général des Jésuites, qui parle pendant une après-midi avec lui pour lui faire entendre raison et pour lui dire qu'il ne reverra jamais plus sa maîtresse. Et en fait, il retourne en Tunisie complètement pulvérisé, anéanti par cette rupture, parce que c'est une relation amoureuse tout à fait importante pour lui. C'est la femme de sa vie, c'est la seule femme qu'il a connue dans sa vie. Enfin voilà, c'est son amour. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il envoie cette lettre un peu énervée. C'est quelques jours après, parce qu'il est très très sensible à ce moment-là. Et il commence à avoir de plus en plus peur, et il décide de revenir à Paris, mais là, pas pour voir Pauline Monnier. Alors en fait, il va essayer de la voir, mais bon, là, on n'a pas beaucoup d'informations, mais j'ai juste la preuve qu'il essaye de la revoir. Mais il va surtout prendre très très peur, et il va voir son meilleur ami, qu'on voit dans le film, l'avocat Leblois, pour lui dire, voilà, en fait, j'ai des problèmes, et j'ai peur en fait qu'il m'arrive quelque chose de très très grave. Je te confie le problème, mais je ne peux pas tout te dire. Je ne peux pas tout te dire pourquoi, parce que, effectivement, je suis militaire, et à partir du moment où je suis militaire, il y a des choses qui sont secret défense, dont on ne peut pas parler. Et donc, il lui révèle l'histoire, c'est-à-dire le fait qu'il a découvert l'innocence de Dreyfus et la culpabilité d'Esterhazy, que ses chefs ne veulent pas le suivre, et il sait très bien pourquoi, il l'explique à Leblois, etc. Et il dit à Leblois, et là, c'est pas du tout ce qu'on voit dans le film, tu n'en parles pas. Et tu n'en parles que si, un jour, je suis menacé. Le problème, c'est que Leblois, dépositaire d'un secret aussi fantastique, ne peut pas tenir sa parole, et qu'il va la briser. Et qu'en fait, quelques jours après, il va en parler. Et là, Picard ne le sait absolument pas. Et là, se met en place un engrenage absolument incroyable, parce que les Dreyfusards, des gens qui commencent à douter, il commence à y en avoir. Et là, pour la première fois, le vice-président du Sénat, Schoror Kessner, qui est quelqu'un qui est un des pères de la République, quelqu'un qui est insoupçonnable, à partir du moment où il a une conviction, ça commence à faire penser, réfléchir les gens. Et surtout que Leblois l'a engagé à parler. Et Schoror Kessner va parler à des députés, en engageant les députés à parler, en disant voilà, j'ai la preuve, mais je ne peux pas vous dire laquelle, que Dreyfus est innocent et qu'il y a un autre coupable dont je ne peux pas vous donner le nom. Et là, en fait, l'affaire se lance complètement. Le problème, et c'est ce que je montre dans le livre, c'est que Leblois est complètement coincé. Il ne peut pas dire à Picard qu'il a trahi sa parole. Il ne peut pas dire à Schoror Kessner qu'il a trahi la parole de Picard. Et en fait, il va essayer de faire traîner le plus longtemps possible. Et la correspondance entre eux est incroyable. Il essaye de gagner du temps tout le temps, etc., parce qu'il ne peut rien dire. Il reçoit une lettre de Picard, parce qu'il essaye quand même un moment d'avoir, et Picard lui dit « Je ne veux plus entendre parler de cette affaire. Elle ne m'intéresse plus. » L'affaire pour lui est absolument terminée. Et les lettres suivantes, c'est Picard lui-même qui le raconte, les lettres suivantes qu'envoie Leblois, il ne les lit pas, il les brûle directement. Voilà. Et là, c'est très intéressant, et c'est ce que c'est ce que je voulais montrer dans ce livre avant tout, c'est qu'en fait, si jamais Picard avait vraiment, et d'ailleurs il le dit lui-même, si j'avais voulu sauver Dreyfus à ce moment-là, j'aurais donné tout ce que je possédais à Leblois, je ne l'ai pas fait. D'accord ? Donc il le dit lui-même, on ne peut pas douter de ça du tout une seconde, quoi. Et ce qui est tout à fait intéressant, en fait, c'est qu'en ne permettant pas à Leblois de dire, en interdisant à Leblois de parler à la famille Dreyfus, c'est ça le plus important aussi, parce que dans ce cas-là, l'affaire était quasiment réglée à ce moment-là. Il empêche les Dreyfusards de se mettre en action. Et il va les empêcher pendant très très longtemps. Finalement,
une circonstance absolument incroyable fait que la famille va découvrir l'existence d'Esterhazy. En fait, c'est un courtier qui passe dans la rue, qui s'appelle Jacques de Castro. Il y a des placards qui ont été faits, où on voit l'écriture du bordereau, l'écriture de Dreyfus. Et la question qu'on pose, c'est, est-ce que vous pensez que ces écritures sont les mêmes? Et non, en fait, elles se ressemblent. Mais toutes les écritures du 19e se ressemblent, parce qu'on apprend tous à écrire de la même manière à l'école. Donc toutes les écritures sont assez proches, à vrai dire. Et en fait, en passant devant les affiches, Castro regarde le truc et il se dit c'est absolument incroyable. Le matin même, il a reçu une lettre d'Esterhazy, il reconnaît l'écriture de son client, qui est un client qui le préoccupe beaucoup parce que c'est un client avec lequel il est en procès partout. Et donc, en fait, il va d'abord voir David Adamar, le beau-père de Dreyfus, qui va lui permettre de voir Mathieu Dreyfus. Et en fait, il dit voilà, je sais qui est le véritable traître, celui qui a écrit la lettre qui est sur l'affiche. En fait, c'est un de mes clients qui s'appelle Esterhazy et il donne le papier. Information qu'il aurait très bien pu avoir par Picard, mais qu'il n'a pas eu par Picard. Et là, en fait, donc Esterhazy est dénoncé par Mathieu Dreyfus. Il y a un procès qui est organisé et qui, naturellement, a pour but d'innocenter Esterhazy, et c'est évident pourquoi, puisque, si Esterhazy est acquitté, c'est la deuxième condamnation de Dreyfus, et surtout, on le sait, en droit, on ne peut pas rejuger quelqu'un qui a été acquitté, même si on découvre la preuve ultime et absolue de, voilà, parce que ça s'appelle, et parce que c'est ça en fait, on en parle dans l'affaire Dreyfus, mais on en parle à l'envers, c'est ça le respect de la chose jugée en fait. Ça marche que dans les cas d'acquittement, pas dans les cas de condamnation. Donc en fait, l'affaire sera complètement enterrée, et ça va arranger tout le monde, et ça va permettre de perdre Picard. Et très rapidement, en fait, l'idée c'est de focaliser sur Picard, comme étant celui qui informe les Dreyfus, qui a informé Scheurer-Kestner, qui a informé la presse avant, etc. Et donc Picard vient, et je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le film, on le voit face à ce général qui s'appelle le général de Pellieu, et là, en fait, il se met en colère, s'en va de la salle en disant « je ne vous parle plus », il s'en va en claquant la porte, etc. Mais ça s'est jamais passé comme ça, en fait. Il y a eu 3 auditions, au cours desquelles il s'est montré bon soldat, au cours desquelles il a dit tout ce qu'on lui demandait, etc., sans jamais révéler ce qu'il savait réellement. Il dit que Dreyfus est innocent, mais ça s'arrête là. Et par exemple, il a une correspondance depuis très longtemps, qui est la correspondance qu'il a échangée avec le général Gons, qui prouve que le général Gons est aussi convaincu de l'innocence. Et cette correspondance, il empêchera les Dreyfusards de l'utiliser, et il ne la montrera pas à ce moment-là. Et jusqu'au procès Zola, ça va être la même chose. Et en fait, il va se passer quelque chose, c'est qu'on va le virer de l'armée, et à partir de ce moment-là, le lieutenant-colonel Picard devient Monsieur Picard, et Monsieur Picard devient libre de sa parole. Et là, il commence à parler. Et là, Joseph Reynac se dit, on va faire quelque chose, et là je réponds simplement à la question, on va faire quelque chose avec ça, c'est-à-dire que Dreyfus n'est pas mobilisateur, pour plein de raisons. La première, c'est qu'il est juif, c'est déjà pas mal. La deuxième, c'est qu'il est sur l'île du Diable, il est très très loin, et qu'en plus personne ne le connaît. Si on a ici un militaire qui, parce qu'il a découvert l'innocence de Dreyfus, est martyrisé par ses pairs, on peut en faire quelque chose d'intéressant. Et en fait, il y a une vraie mécanique qui se met en place dans le but d'héroïser Picard. Et là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, c'est que des pétitions, il y en a depuis un moment. Là, par exemple, l'adresse à Zola à la fin de 1897 est signée par 11 personnes. La protestation Picard est signée par 150 000 personnes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Picard est engagé, ça libère un certain nombre de personnes qui doutaient, etc. Et qui donc... Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'affaire Dreyfus disparaît à ce moment-là. Elle devient l'affaire Picard. Et en fait, c'est autour de Picard essentiellement que les choses vont se cristalliser. Et c'est ce qui va permettre effectivement de renforcer le camp Dreyfusard et d'arriver vers la réhabilitation. Parce qu'il est évident que le rôle de Picard, je ne dis pas du tout qu'il n'a aucun intérêt, il est tout à fait essentiel. La découverte qui est la sienne du Petit Bleu et de l'innocence est quelque chose qui permettra après, lors de la révision, d'avoir une preuve supplémentaire. Mais c'est pas grâce à lui, en fait. Le document est arrivé, il a été trouvé par un de ses collègues, etc., etc. Et ce que j'essaye de montrer dans ce bouquin, justement, c'est que ce personnage-là, ambivalent, qui hésite, qui est coincé entre sa carrière militaire et la haute idée qu'il a de ce qu'est son rôle, etc., etc., qui est aussi antisémite, et que s'il devait y avoir des degrés, il est très très loin, est beaucoup plus intéressant, je trouve, que le Chevalier Blanc. Voilà. Alors, très belle démonstration qu'on a suivie avec beaucoup d'intérêt. Alors, je reviens à ce titre finalement, Le Faux Ami. C'est pas forcément un bon titre, je ne sais pas si c'est votre invention ou celle de l'éditeur. Non, voilà. C'est pas moi. Mais parce qu'en fait, il n'était pas du tout ami. Et ça, on le voit un peu dans le film. Et est-ce que vous pouvez nous repréciser, nous remettre en perspective l'ensemble des relations directes Picard-Dreyfus
depuis le début, avant l'affaire, au tout début puisqu'il est là, bien et sûr. Jusqu'à l'après-affaire, jusqu'à la réhabilitation, il y a une histoire entre ces deux hommes. Et c'est vraiment pas une histoire d'amitié. Non. Alors, le titre n'est pas de moi, bien évidemment, même si je l'assume, parce que j'ai pas le choix, et que finalement j'ai essayé de trouver un moyen de l'assumer. Le titre que moi je voulais, c'est une phrase de cette personne absolument incroyable qui s'appelle la marquise Arconati Visconti, qui était une grande Dreyfusarde et une grande amie d'Alfred Dreyfus. Quand elle parlait de Picard, elle disait « celui qui n'a pas donné son nom à l'affaire ». Voilà, je trouve cette phrase incroyable. Et je voulais que le livre s'appelle « Georges Picard, celui qui n'a pas donné son nom à l'affaire ». Et Charles Dantzig, chez Grasset, m'a expliqué que le jour où il aurait besoin de quelqu'un pour faire des titres, il ne viendrait pas me chercher parce que j'étais vraiment très mauvais et que si j'enseigne le marketing et la communication, en tout cas, c'est certainement pas pour trouver des titres parce que c'est le titre le moins vendeur de l'histoire des titres. Et je comprends bien parce que c'est un titre qui est quand même un peu codé, tandis que le faux ami du capitaine Dreyfus, ça, voilà. Alors, il m'avait fait d'autres propositions qui étaient « J'accuse le lieutenant-colonel Picard », et là je lui ai dit « Ah non, jamais, pitié, quand même, faut pas exagérer ». Et pendant un moment, c'était le pire ami, mais ça sonne très mal, pyramide, etc. Voilà. Donc en fait, le titre est là. Maintenant, je l'assume quand même. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de prendre, enfin, le mot ami a un sens extensif qu'on peut utiliser. Hein. Si je parle, par exemple, je sais pas pourquoi je pense à Macron, mais si je parle des amis de Macron, je veux pas forcément parler de ses copains. Je parle aussi des gens qui le soutiennent. Donc voilà. Et puis après, ça m'intéressait sur un jeu de mots un peu curieux qui était le faux ami, comme en anglais, c'est-à-dire ceux qui ressemblent à mais qui n'est pas. Voilà, donc en fait, je peux l'assumer comme ça, mais c'est quand même un travail un peu jésuitique que je pratique pour y arriver. Voilà. Alors sinon, alors leur relation, en fait, ils se connaissent depuis bien avant l'affaire Dreyfus, mais ils se connaissent pas. Dans le livre de Harris, qui est à l'origine, il y a une scène, moi, qui m'avait énormément choqué et qui, je crois, a beaucoup choqué Charles aussi, qui étaient les invitations répétées de Dreyfus à Picard pour venir manger avenue du Trocadéro et pour aller chasser en Sologne, qui est un fantasme absolu. Alors c'est vrai que Dreyfus va chasser un moment, mais très très tard en fait. Il chassera avec la marquise parce que la marquise chasse et qu'il la voit, et voilà. Bon, mais sinon non. C'est arrivé 2 fois en plus. Enfin moi je trouve 2 fois. Mais bon. Et donc ça c'est pas possible. Mais en tout cas ils se connaissent pourquoi ? Parce que ils se sont croisés à l'école de guerre où Dreyfus est rentré. Et il a, Dreyfus, comme prof de topographie, le commandant à l'époque Picard, qui dit lui-même d'ailleurs qu'il n'a jamais eu avec lui les relations qu'il avait avec les autres élèves. Il ne dit pas pourquoi, mais il le dit. Quand d'ailleurs il organise un voyage d'état-major au sein de l'école de guerre, il y a un autre israélite à l'école de guerre, j'emploie la terminologie de l'époque, qui s'appelle Picard, parce que Picard, on le sait, c'est un nom qui est assez courant chez les Israélites, je continue avec cette terminologie d'Alsace. Et d'ailleurs, Picard se mettait très en colère, c'est un témoignage qu'on a, quand on orthographiait son nom PICARD, parce que ça faisait trop juif. Et en fait, Picard et Dreyfus sont amis, et parce que l'antisémitisme est présent à l'état-major et ils en souffrent et il arrive qu'ils en parlent. Et Picard, en fait, quand il fait son voyage d'état-major, met tous les élèves dans un endroit et met les 2 juifs ensemble ailleurs. C'est lui qui explique ça aussi, d'accord ? Voilà, bon. C'est à peu près tout ce qui va se passer. La scène qu'on voit dans le film, qui est une scène qui m'a donné envie de pulvériser le cinéma, tellement j'étais en colère, qui est cette scène où on voit Dreyfus qui vient voir Picard pour lui dire qu'il a eu une note, qui n'est pas une bonne note, etc. Et donc on voit un Dreyfus vindicatif qu'il n'a jamais été. C'est pas du tout, le personnage n'est pas du tout vindicatif. On voit un Dreyfus très vindicatif, orgueilleux, vaniteux même, je trouve, et qui vient, et en plus un peu paranoïde, un peu paranoïaque, qui lui dit c'est parce que je suis juif, etc., etc. Mais non, en fait. Alors il y a une vraie histoire derrière, c'est-à-dire que c'est la transposition d'une autre histoire que je raconte à toute vitesse parce que c'est important qu'on sache comment les choses se transforment. En fait, à l'école de guerre, il y a des notes qui sont des notes objectives qu'on va avoir sur des devoirs qu'on fait, voilà. Et il y a une note
qui est une note à la gueule, comme on dirait aujourd'hui, qui s'appelle la cote d'amour, et qui est une note, en fait, qui est une note d'aptitude au service d'état-major. Alors, pourquoi cette note est importante? Parce qu'il y a eu une réforme 10 ans avant, qui fait que les 10 premiers de l'école de guerre passent automatiquement à l'état-major. Et il y a un général, qui s'appelle le général Lebelin de Dionne, qui passe dans les couloirs en disant, au moment des jurys, pas de juifs à l'état-major, je ne veux pas de juifs à l'état-major, et il hurle ça dans les couloirs avec probablement Dreyfus qui l'a entendu. Et la note que va mettre Lebelin de Dionne à Picard, l'autre, CARD, c'est 5. Et la note qu'il va mettre à Dreyfus, c'est 5. Alors que Dreyfus a à peu près 18,5 de moyenne générale. Bon. Picard est classé avec un ARD, d'accord, est classé 7e, ça le fait passer 14e. Dreyfus est classé 3e, aïe, mauvais calcul, ça le fait passer 9e. Donc il entre quand même à l'état-major. Et ça, c'est une catastrophe. Et c'est le premier juif à l'état-major. Et on le sait, il n'en voulait pas. Du Paty de Clam, d'ailleurs, en témoigne. Son chef disait qu'il n'était pas question que les juifs rentrent à l'état-major, etc., etc. Bon. C'est Picard qui est chargé, quand il arrive au 3e bureau dont il s'occupe, de répartir, en fait, les stagiaires. Il décide de mettre Dreyfus sous les ordres d'un de ses amis qui s'appelle le colonel Bertin Moreau. Pourquoi? Parce qu'il est, comme il le dit, indépendant sur la question antisémitique, mais que surtout, le service dont s'occupe Bertin Moreau est le seul service qui ne traite pas de choses secrètes. Et d'ailleurs, il le lui dit. Alors, ça a été contesté, mais en fait, non, c'est juste parce que les gens cherchent mal, quoi. Parce que la chose est réelle. Et il va s'excuser auprès de son ami Bertin Moreau en lui disant « Excuse-moi de te donner un juif, mais j'ai pas le choix ». Et Picard raconte lui-même qu'il a accompagné cette phrase d'autres mots dont Bertin Moreau se souviendra sûrement, et j'aimerais les connaître, mais on ne les connaît pas. Voilà. Donc ça, c'est leur deuxième rencontre. Donc effectivement, ils ne sont pas amis du tout. Il y a déjà une histoire voilà. entre les deux. Et après, donc pendant l'affaire Dreyfus, naturellement, ils ne vont pas se croiser. Le seul moment où ils vont être ensemble, ils ne se verront pas. C'est quand Dreyfus est sur une estrade comme accusé au procès de Rennes et que Picard fait partie des témoins. Mais ils ne se verront pas puisque Dreyfus rentre dans sa prison tous les soirs. Et la première fois où réellement ils vont se rencontrer, c'est bien plus tard. Alors quand on lit le bouquin d'Harris, Dreyfus, le méchant homme, ne remerciera jamais Picard, en fait. Alors, c'est absolument pas vrai. Et merci Charles Dreyfus de m'avoir permis de lire les correspondances. Parce que Dreyfus lui écrit régulièrement, lui souhaite la bonne année, essaye de le voir, sans trop oser le lui dire, parce que c'est problématique. Il sait que Picard est un être qui est très rigide. Et il ne veut pas donner l'impression de lui forcer la main, voilà, etc. C'est un peu compliqué. Et tellement même d'ailleurs qu'il y a un de leurs amis, qui est un Dreyfusard important, un Suisse qui s'appelle Naville, un Genevois, qui va essayer d'organiser un rendez-vous, mais Picard repousse tout le temps ce rendez-vous parce que en fait, il n'a pas tellement envie de voir Dreyfus. Et ils vont réellement se voir à un moment. C'est quand, en fait, Mathieu Dreyfus et Laborie, l'avocat de Zola, vont se fâcher, et que Mathieu ne va pas supporter beaucoup d'épisodes, dont un épisode où Laborie est jaloux, en fait, de l'amitié qu'il lie les Dreyfus à l'autre avocat qui s'appelle Edgar Demange. Et Laborie, à un moment, se lève vers Mathieu en lui disant... Pourquoi Demange? Pourquoi tout le temps Demange et tout? Votre frère lui a donc fait des aveux? Enfin, c'est incroyable quand même. Cette phrase est absolument incroyable. C'est Laborie, l'avocat de Zola, qui est aussi l'avocat de Dreyfus, quoi. C'est incroyable. Et donc, en fait, ils se sont brouillés. Et Alfred Dreyfus essaye d'arranger les choses, écrit, insiste. Et devant l'insistance d'Alfred Dreyfus, Laborie accepte de le recevoir, mais à une seule condition, c'est que Picard soit présent lors de cet entretien. Et c'est la première fois qu'ils réellement ils vont se rencontrer. Et j'ai publié là le compte-rendu de cette réunion, qui finit d'ailleurs par un passage qui est assez étonnant. Je ne sais pas si je peux le retrouver. Enfin, sinon, je l'ai de mémoire, mais bon, c'est bon. Un passage assez étonnant où, effectivement, à la fin, ils n'ont pas pu s'entendre. Et Picard met fin à la discussion en disant il n'est pas nécessaire d'aller plus loin, ce serait de toute façon un replâtrage. Enfin, votre frère est allé trop loin, il n'est plus question en fait que nous travaillions ensemble. Et Alfred Dreyfus est absolument bouleversé.
et tend la main, enfin dit au revoir à Picard et à Laborie, et Laborie note qu'il lui tend une main, comment dit-il, molle et sinueuse, quelque chose comme ça, tout à fait particulière. Ça nous rappelle beaucoup de choses, en fait. Voilà, donc c'est ça. Donc effectivement, il n'y a jamais eu d'amitié. Et après, sur le reste, Picard va plutôt être terrible avec Dreyfus. Va vraiment se conduire après la grâce d'une manière absolument incroyable avec lui. Voilà. Alors ce qui est représenté dans le film par cette scène où on voit Dreyfus réclamer son retard sur avancement, si j'ose dire. Voilà, et c'est une scène à la fin. Et c'est une scène où j'en témoigne parce que j'ai eu plusieurs personnes proches qui ont vu le film et qui ont dit mais quand même ce Dreyfus, quel ingrat, quoi. Et c'est l'image qui reste finalement du film de Polanski. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Voilà. Et cette dernière scène, elle s'est pas du tout passée comme ça non plus. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu cette entrevue, mais Dreyfus n'est pas venu voir Picard pour récupérer un truc. Il est venu voir Picard la première fois pour lui dire voilà, il y a une erreur qui a été commise. J'ai des amis, dont un député qui s'appelle Dalimier. Picard est ministre, à l'époque. Ouais, Picard est devenu ministre de la guerre. Bon, avec l'avancement le plus prodigieux de l'histoire de l'armée, puisqu'il passe en quelques mois de lieutenant-colonel à général de brigade et général de division et ministre de la guerre. Tout ça en 5 mois. Mais tant mieux, de toute façon, voilà. Bon, après, ça n'a pas été un ministre absolument extraordinaire, mais ça, c'est une autre histoire. Parce que ce qui est extraordinaire, justement, c'est qu'il n'a jamais fait les réformes qui étaient les réformes qu'il appelait quand il était le fer de lance du dreyfusisme à partir du moment où il était devenu Monsieur Picard. Et en fait, donc, Dreyfus vient le voir en disant, voilà, il y a un texte de loi qui est prêt, il suffit simplement de le présenter. Et Picard n'en veut pas. Et il y a un deuxième rendez-vous où Alfred, Dreyfus, va voir Picard en lui disant, je viens parce que je pense que c'est la moindre des courtoisies de vous annoncer que j'ai décidé donc de prendre ma retraite. Voilà, c'est tout, en fait, c'est ça la vraie histoire. Mais en fait, cette scène, elle s'est jamais passée comme ça. Et parmi les autres choses qu'on voit dans le film et qui sont assez éloignées de la réalité, il y a cette fameuse réunion autour de Zola, n'est-ce pas, avec le camp des Dreyfusards, où Picard est présent et où on fait comprendre que c'est Picard qui aurait suggéré à Zola d'écrire le J'accuse. Alors là, Philippe Auriol va tomber raide. Ah ouais, non, là j'étais très en colère encore. Mais voilà, parce qu'après c'est pas grave en fait que l'histoire soit malmenée. Je me souviens quand Le Boisset est sorti avec le film de Yves Boisset, voilà, en 95, qu'on peut voir en ligne maintenant assez facilement. J'avais eu des discussions un peu âpres avec des amis qui nous ont quittés aujourd'hui, qui s'appellent Marcel Thomas, qui s'appelle Michel Drouin, et qui disaient mais c'est pas possible, il n'y a que des horaires historiques dedans, etc. Et je leur disais mais c'est pas grave en fait de dire que c'est Zola qui a trouvé le titre J'accuse et pas Clémenceau, on s'en fiche. Parce que l'idée, en fait, c'est qu'on ait compris, et le film de Boisset nous permet de comprendre. Voilà. Mais là, on est vraiment dans quelque chose qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on va au-delà. Et moi, ce qui me gêne beaucoup dans ce film, c'est qu'en fait, le premier écran, la première image, c'est tous les personnages de ce film et tous les faits sont réels. Donc en fait, voilà, qu'il y ait une transposition, c'est tout à fait normal. Je sais pas, par exemple, j'aime passionnément un film qui s'appelle Amadeus, que vous avez peut-être vu. Le Mozart, la relation avec Salieri n'a jamais existé de cette manière-là, mais on s'en fiche en fait, parce que finalement le Mozart qu'on voit là, cette espèce de petit punk, correspond assez à Mozart, donc c'est parfait. On pourrait faire ça avec l'affaire Dreyfus, mais dans ce cas-là, faut pas le présenter comme le film de l'affaire Dreyfus, et le problème est là, quoi. Et c'est voilà. Et en plus, voilà, cette réunion, par exemple, n'a jamais existé. Elle n'a justement simplement jamais existé, puisque à ce moment-là, Picard est plutôt aux ordres, en fait. Et par exemple, au procès Zola, Picard, toutes les questions qu'on lui pose, il y a des moments où il peut dire la vérité et il ne la dit pas, et il protège même, par exemple, Pellieu. On en parlait tout à l'heure, là, qu'il quitte en claquant la porte, etc. Il lui rend hommage au procès Zola, et c'est des choses comme ça. Pourquoi ? Parce que la promesse lui a été faite aussi que s'il savait demeurer militaire, il pourrait récupérer ses fonctions. Et ça, on a les preuves de ça, donc c'est tout à fait passionnant. Et moi, ce personnage, en fait, qui n'ose pas, qui a envie, qui peut pas, etc., je le trouve tout à fait fascinant. C'est celui-là qu'il faut présenter, en fait. Bah merci beaucoup, Philippe, pour cette ce très bel éclairage. Moi, je propose, j'imagine qu'il y a des questions dans la salle, pas forcément seulement autour du film, hein. Vous avez le droit aussi de parler d'autres sujets, peut-être plus largement sur l'affaire Dreyfus. Et voilà, je vous donne la parole. Ah, y a-t-il un... Merci Jean-Claude. Oui, bien,
Merci pour ce brillant exposé. Ça donne vraiment envie de lire le livre parce que on a tout à fait une autre vue sur l'affaire Dreyfus qui est déjà bien compliquée. Et c'est quand même intéressant que le public connaisse la vérité. Moi, à propos du film, je voulais vous poser la question, que pensez-vous de l'absence de deux personnages dont vous avez parlé, Bernard Lazare et Theodor Herzl, alors l'histoire d'Herzl, nous on la connaît bien dans les milieux israélites, comme on dirait, parce qu'il est aujourd'hui le créateur de l'État d'Israël, bien sûr. Est-ce que c'est une invention cinématographique, donc que Polanski n'a pas du tout mis en scène, et surtout pourquoi Bernard Lazare n'apparaît même pas dans le film, mais c'est même pas une ombre ou un personnage qui ne parlerait pas. D'ailleurs, à la place de Polanski, moi je me serais amusé, puisqu'il s'est amusé à faire un clin d'œil en se mettant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, en scène. À un moment, il y a une soirée où il est là, en académicien. Oui, absolument. Il fait une figuration comme Hitchcock dans ses propres films. Tout à fait. Ah oui. Il aurait pu faire un clin d'œil très drôle, ça aurait été de mettre je l'ai vu et... Je l'ai vu et les personnes avec qui j'étais au cinéma m'ont dit t'as rêvé. Non, même mon épouse m'a dit c'est pas vrai. Moi j'ai vu Hitchcock dans la foule. C'était lui, c'était Polanski. Ouais. Et il aurait pu mettre Herzl dans la scène de la dégradation, puisque Herzl était présent dans la tribune de la presse, donc c'était intéressant. C'est normal en fait qu'on les ait pas tous les deux, parce que le parti pris que moi je trouve tout à fait passionnant d'ailleurs, c'est de voir l'affaire Dreyfus d'un autre côté. Donc là l'idée c'est pas de montrer l'événement et toute la portée politique, sociale, etc. de la chose. L'idée c'est de le montrer du côté de l'état-major, avec quelque chose qui est d'ailleurs un peu étouffant et qui est plutôt bien montré d'ailleurs. Et donc à ce titre-là, voilà, on peut voir passer Bernard Lazare dans la réunion qui n'a jamais existé, mais ce sera pas plus que ça. Ça aurait été de toute façon compliqué parce que Picard détestait Lazare et Lazare le lui rendait bien. C'est Salomon Reynac qui parle d'antipathie réciproque et Lazare fait un petit texte sur les Dreyfusards antisémites dont il faudrait se débarrasser un jour, et Picard écrit à Reynac qu'il a compris maintenant en fait quel était le but de ses amis politiques, et voilà, et donc il n'aime pas Lazare parce que Lazare est celui qui essaye de judaïser l'affaire Dreyfus. Et en tout cas de poser la question antisémitique, et puis lui fait ce texte absolument magnifique qui est publié dans l'Aurore du 7 juin 1899, dans lequel il explique qu'en fait, à travers Dreyfus, ce sont ses frères qu'il a voulu défendre, qu'il défend Dreyfus parce qu'il l'aime comme un frère, mais qu'à côté de ça, Dreyfus est pour lui le symbole de sa race, comme on disait à l'époque, de sa race martyre, etc., et que le combat pour Dreyfus, il va le continuer dans les ghettos de Galicie, dans les ghettos de Pologne, dans les ghettos de Roumanie, dans les ghettos de Russie, etc., etc. Et ça, c'est voilà. Donc en fait, c'est pour ça qu'on va pas le montrer. Maintenant, sur Herzl, il y a quelque chose qui est intéressant. C'est que moi, il y a un truc qui me gêne assez souvent quand on parle en fait. C'est une légende ou c'est vrai? Oui et non, parce que c'est vrai qu'il était présent et c'est vrai que l'écrit de mort aux Juifs, avec cette question que je me pose tout le temps, qui est-ce que le cri de mort aux Juifs est singulier ou pluriel, lors de la dégradation, vont le heurter. Voilà. Mais à côté de ça, l'antisémitisme, il en est conscient depuis très longtemps. Et le fait de devoir apporter une solution à cette question-là, c'est quelque chose qui est dans sa tête depuis très très longtemps. Et la pièce, par exemple, Le Nouveau Ghetto, ce qui est drôle d'ailleurs, c'est le titre de Lazare, et à ce moment-là, ils ne se sont pas rencontrés, commence déjà en fait à articuler cette question-là. Et dans sa correspondance et dans son journal, alors malheureusement, faut le lire en allemand. Moi, je l'ai fait, je parle pas allemand, hein, mais j'ai beaucoup travaillé, voilà, avec un dictionnaire, avec des copains, etc., parce que l'édition qui a été faite, l'édition française, est un choix qu'on peut discuter. Enfin, voilà, 8 volumes qui sont un volume, en fait, c'est compliqué. Donc, il y a des passages tout à fait essentiels qui sont pas là. On s'aperçoit qu'en fait, l'idée est là. Maintenant, ce qui est clair, c'est que la dégradation de Dreyfus et les cris de mort aux Juifs vont créer pour lui une sorte de révélateur au sens quasi photographique du terme. C'est-à-dire que, voilà, mais en fait, l'image qu'on révèle est déjà là. Voilà.
Y a-t-il d'autres questions, réactions? Nous saluons la présence de membres de la famille Dreyfus parmi nous. Merci beaucoup. Observation. Finalement, il y a que les anarchistes qui ont été corrects. Oh non. Oh non. C'est les seuls. Attendez. Ah mais non, mais c'est parce que je parlais du comité de défense, et dans le comité de défense, comme Bernard Lazare est anarchiste, en fait, il va chercher tous ses amis, et il va chercher tous ses amis pas parce que c'est ses amis, mais parce que les anars ont l'habitude de la rue et de la propagande. Les petites brochures, les affiches et tout, c'est leur mode. Donc en fait, il va les chercher, mais il va chercher aussi le Parti ouvrier socialiste révolutionnaire avec de très grands Dreyfusards qu'on a oubliés aujourd'hui, qui s'appellent Jean Alman et Maurice Charnay. Maurice Charnay, par exemple, qui, le lendemain de la condamnation de Dreyfus, dans un journal qui s'appelle Le Parti ouvrier, publie un article en disant « Et s'il était innocent, et s'il n'avait été condamné que parce qu'il était juif ?» Voilà. Maintenant, à côté de ça, non. Et puis il y a beaucoup d'anarchistes qui se sont conduits très très mal, bien évidemment. Et ce que je disais aussi, c'est que, contrairement à ce qu'on dit, il y a beaucoup de socialistes qui se sont engagés. Maintenant, quand Jospin, en 98, avait dit que la gauche était dreyfusarde et que la droite était anti-dreyfusarde, il disait une grosse bêtise, parce que tous les premiers dreyfusards sont de droite, en fait. C'est pas aussi simple que ça. Donc non, je suis pas en train de dire ça, mais après... je sais pas, enfin voilà, je parle, donc en fait là, je parle de cette chose-là. Maintenant... si vous voulez le fond et le détail de ma pensée, je vous invite à lire les 1800 pages de mon histoire de l'affaire Dreyfus. Et vous avez, voilà. Non, bien sûr. Et alors, ce qui est très amusant d'ailleurs, c'est que la France n'est pas coupée en deux, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment une poignée de Dreyfusards et qui est vraiment dans tous les camps politiques au départ. On a une majorité d'anti-Dreyfusards et on a surtout 80% de la population qui s'en fiche et qui voudrait qu'on n'en parle plus jamais. Et ça, c'est intéressant, comme par exemple les anti-Dreyfusards ne sont pas tous antisémites. Et même à la limite, la plupart des anti-Dreyfusards ne sont pas antisémites. Et certains des anti-Dreyfusards vont lutter contre l'antisémitisme. Donc c'est très complexe. Et de grands Dreyfusards comme Urbain Goyer et Jean Ajalbert, comme Laborie donc, et comme Picard, sont antisémites. Donc en fait, on a une vision qui est, et le film y participe énormément, qui est toujours très 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 simplificatrice. Et là, si ça vous amuse, ça fait longtemps, et je fais vite, hein, Jean-Claude, je sens que, mais ça fait longtemps que je travaille sur un dictionnaire de l'affaire Dreyfus, qui est une sorte de délire absolu, un truc impossible. Et en fait, il est plus éditable aujourd'hui. Il l'était il y a 20 ans, quand j'ai commencé à l'écrire, il est plus éditable aujourd'hui parce que il est parti pour faire à peu près 8 ou 9 000 pages, donc c'est pas raisonnable. Donc j'ai décidé de le mettre en ligne, là. J'ai commencé ça il y a 1 mois. Et je mets 3-4 notices par jour. Pour l'instant, j'en suis à B, il y a 1500 pages qui sont faites. Et je vous invite à aller voir. Donc vous allez sur le blog de la SIAD, vous allez avoir un lien qui vous ramène sur ce dictionnaire. Donc je mets les trucs dans l'ordre alphabétique et c'est incroyable à voir. La SIAD, donc S-I-H-A-D. Société internationale d'histoire de l'affaire Dreyfus. Et c'est incroyable parce que tout le monde est dans l'affaire, quoi. C'est-à-dire, voilà, par exemple, là, j'ai retrouvé un texte de Mark Twain, il n'y a pas longtemps, qui est un texte Dreyfusard de Mark Twain. Klimt, le grand peintre, est Dreyfusard. Verdi est Dreyfusard. D'Annunzio est anti-Dreyfusard, mais ça, on s'en serait douté. Et voilà, et c'est tout à fait passionnant, quoi. Donc ça touche vraiment... voilà, il y a des écrivains, il y a des politiques, les politiques, globalement, la plupart du temps, pas trop parler, parce que comme leur disait le président du Conseil, regardez dans vos circonscriptions. Si vous voulez être réélu, parlez pas trop de l'affaire Dreyfus, en fait. Voilà. Monet était Dreyfusard, et Degas. Voilà. Dans les zones grises, évidemment. Voilà. Les zones grises, c'est bien ce qui fait l'histoire. Il y a un très joli livre de Simi Epstein, par exemple, sur ce que sont devenus les Dreyfusards pendant la période de Vichy. Pour ceux qui vivaient encore. Voilà, pour ceux qui vivaient encore, etc. Dernier mot, Philippe, avant de nous quitter, peut-être un mot sur ce qui se prépare autour de Médan et du musée Zola. Alors là, on est presque sûr aujourd'hui, les travaux avancent à toute vitesse. On va aller faire une visite d'ailleurs bientôt, si ça vous amuse. J'aimerais bien qu'il y ait une petite visite déjà pour la famille, que vous voyez un peu. Voilà. Donc là, les travaux avancent. Donc, pour ceux qui ne seraient absolument pas au courant, le premier musée permanent de l'affaire Dreyfus, parce qu'en fait, il n'y en a pas, va s'ouvrir, et qui est à la fois un musée sur l'affaire Dreyfus, à partir des collections qui sont des collections autour de Zola, mais qui ne sont pas les collections de Zola, parce que les collections de Zola, malheureusement, passent très régulièrement en vente.
Ce qui, moi, me donne envie de pleurer. Il faudrait que tout ça reste ensemble, mais non, les pièces sont dispersées comme ça, les unes après les autres. Et la maison de l'écrivain, donc, qui a été reconstituée quasiment à l'identique. Et c'était pas compliqué à faire parce que, comme Zola était fou de photographie, on a quasiment des visions à 360 degrés de la maison. Donc en fait, on a fait réimprimer des carrelages, des papiers peints, des choses comme ça pour essayer de retrouver la maison telle qu'elle était. La maison, aujourd'hui, on peut la visiter. Enfin, là, pas en ce moment, mais on pouvait la visiter parce que ça fait un moment qu'elle est terminée. Et le musée, là, est en travaux et normalement, si tout va bien, mais c'est pas gagné, devrait être inauguré pour le pèlerinage de Médan qui a lieu tous les ans depuis l'année qui a suivi la mort de Zola en 1903. Si vous vous posez la question, il a été assassiné. Voilà, il y a un pèlerinage à Médan où en fait les amis de Zola, que ce soit des amateurs ou des universitaires ou des gens qui travaillent sur lui, etc., se retrouvent. C'est parfois intéressant. On a eu quelques mémorables discours et puis parfois des discours qui étaient très emmerdants, mais ça c'est une autre histoire. Et voilà, et ça sera sûrement inauguré à ce moment-là. Et l'idée c'est de faire un musée autour de l'affaire, avec une vocation avant tout pédagogique. L'idée vraiment c'est de faire venir des classes parce que c'est un musée du passé, c'est clair, mais c'est aussi un musée du présent. Enfin, voilà. Et comme Philippe Auriol a tendance à s'ennuyer un petit peu dans la vie, il prépare aussi l'édition des œuvres complètes de Bernard Lazare. Ah ouais. Merci infiniment, Philippe. Merci.